Bonjour, bienvenue dans le studio des experts. On va passer en revue l'actualité de la semaine. On va parler de 12 mois de gouvernement régional, 15 mois sans gouvernement fédéral, d'un an, non plutôt de 6 mois de Covid, j'ai l'impression que c'est tellement long, je dis un an. Donc un peu tous des anniversaires dont on va parler cette semaine. Et pour respecter les règles sanitaires, nous avons 2 invités politiques et 2 experts pour les cuisiner. Tout d'abord Vanessa Lhuillier, journaliste à BX1, abonnée régulière au dossier de la rédaction. Bonjour. Bonjour. Et alors un nouveau venu sur le plateau des experts, Philippe Lawson, qui est passé par la Libre, l'Écho, et qui dernièrement était encore directeur de la rédaction à l'Avenir, et qui aujourd'hui est chroniqueur à LN24. Bienvenue pour cette première, Philippe. Merci, bonjour. Alors on démarre avec ces 6 mois qui sont passés à passer si vite d'ailleurs. On est passé du confinement au déconfinement, de la première vague au rebond et aux vaguelettes. La commission Covid démarre vendredi prochain et en attendant, on constate les défaillances du testing. Reportage Arnaud Brucker et Anna Laouan. Des files interminables devant l'hôpital Bruckmann. Des centaines de personnes qui attendent pour un précieux ticket qui leur donnera accès à la salle de testing. Elle tourne à 211 personnes par jour, alors il faut prendre son mal en patience. Ça fait 2h30 là. Et là, on n'est pas sûr de passer encore ce matin. Et on va attendre les numéros pour l'après-midi, je pense. Enfin, c'est ce qui se dit. Il est que midi 10 et normalement, voilà, la file est full. En espérant, donc je croise les doigts, mais bon, je ne pense pas pouvoir passer aujourd'hui. Des files qui sont devenues habituelles devant cet hôpital. C'est quotidien, surtout depuis la début août, avec le retour des vacances, où on a vraiment eu un gros pic suite au retour vacances des patients. Ça s'était un peu calmé vers la fin du mois, sauf que depuis la rentrée scolaire, on recommence à avoir des pics, beaucoup de contacts en école ou par les collègues de travail. Et c'est aux vigiles de distribuer les 106 tickets de l'après-midi. C'est juste un contrôle ? Sans ticket, il faudra refaire la file un autre jour. Et pour ceux qui en ont, une heure de passage est communiquée pour le test. Ici, ce n'est pas mentir de dire que le centre est débordé. Quand j'ai des patients qui arrivent à 6h15 avec leur tartine pour faire la file, pour espérer avoir un ticket, voilà. C'est la réalité du terrain. Ce matin à 7h20, on avait une vingtaine de patients qui attendaient. Les centres sont débordés. Sur cette carte, les centres de testing à Bruxelles, tous n'ont pas opté pour la même stratégie, mais peu pratiquent le sans rendez-vous, parmi eux le CHU Saint-Pierre, qui abandonnera le procédé d'ici la fin du mois. À la clinique Saint-Jean, on pratique le sur rendez-vous depuis les premiers testings. Ici, pas de file, mais une attente en moyenne de 2 à 3 jours pour obtenir un créneau. Le système avec rendez-vous garantit en tout cas un flux continu de patients, garantit qu'on puisse le gérer, qu'il n'y ait pas de file, qu'il n'y ait pas d'émeutes, et aussi d'éviter qu'à certains moments on n'ait personne et à d'autres moments on ait un afflux de personnes à ce moment-là. On garde toujours des plages bien sûr pour les urgences nécessaires, mais le reste du temps en tout cas ça fonctionne très bien pour tout ce qui est tracing et autres dépistages. Ici, 130 personnes se font tester chaque jour. Alors donc, ce testing, on n'en a pas fini. 4 centres vont bientôt ouvrir. Et on parle encore d'autres moyens de tester. Alors, est-ce que c'est un véritable échec, ça, Vanessa Lhuillier ? Un échec, en tout cas, c'est quelque chose qui a été mal prévu, visiblement. On n'a pas réussi à anticiper. C'est vrai que pendant tout un temps, les centres de testing ont plutôt eu, au contraire, trop peu de personnes, et donc certains avaient fermé, on se souvient en juin cette partie-ci. Maintenant, effectivement, on arrive à avoir une demande trop importante. Est-ce qu'il faudrait... On ne peut pas demander plus non plus aux médecins généralistes, parce que ça, c'est un autre problème également. Ils sont aussi débordés. Donc on arrive maintenant à être dans un moment où effectivement il faut ouvrir d'autres centres. Ça paraît assez évident. Il faut élargir. On sait qu'il y a à peu près une capacité de 3500 tests sur la région bruxelloise. Rien que par exemple sur la journée d'hier avec la fermeture des deux écoles à Molenbeek, on est déjà quasiment à 1000 élèves. Comment fait-on à ce moment-là pour répondre à cette demande ? Ça reste quand même problématique effectivement pour l'instant. Oui. Philippe Lawson, votre avis là-dessus ? Et moi, je dirais simplement que je serais beaucoup plus direct en disant que c'est un échec. Et cet échec, on le voit aussi bien à Bruxelles qu'en Wallonie sur la façon de pratiquer le testing. Je veux bien comprendre qu'au début, on n'était pas préparé et qu'on a été pris de court par le Covid. Encore que bon, quand on voyait les choses arriver depuis la Chine, on aurait pu se douter qu'avec
les transports qui ont beaucoup évolué et que le virus allait arriver chez nous. Et donc, on n'a pas vraiment anticipé. Et puis, au moment où il fallait prendre des décisions pour contrer ce virus, il y a eu un moment de latence et qui a fait que même les centres de testing qu'on a installés aujourd'hui, on se rend compte que ça ne suffit pas, c'est insuffisant et qu'on voit vraiment maintenant arriver, on ne dit pas une vague maintenant, mais de petites vagues qui arrivent. Et ici, je crois que les gouvernements seraient bien inspirés de ne pas trop attendre et d'avoir un maillage beaucoup plus conséquent de la région de Bruxelles. Et je crois que le bilan ici, quand on fait le bilan de la première année de gouvernement... On aura l'occasion de le faire. Hein. On va y revenir. Ne brûlez pas tous vos vaisseaux maintenant. Je ne brûle pas, mais quand on fait le bilan de la gestion de la crise du Covid, je crois qu'on peut pas... Il n'y a pas de quoi pour le gouvernement bruxellois de se dire, mais on a bien fait le travail. Quoi. Pas de quoi pavoiser. On va voir ce qu'en pensent nos deux invités, qui sont tous les deux députés bruxellois. Donc sont présents Siltje Van Acter, la chef de groupe LVA au Parlement bruxellois. On va commencer par le Parlement, pas encore au Palais, mais qui sait. Et c'est aussi la vice-présidente de la NVA. Et à ses côtés, Djamali Kasban, qui lui est député PS au Parlement bruxellois et qui a remplacé au pied levé Ridouane Chahid, votre chef de groupe, qui, hélas, était déclaré positif vendredi matin, donc n'a pas pu être des nôtres, mais je suis sûr que vous le remplacerez très très bien. Et je vous remercie tous les deux d'être là, parce qu'un débat où il y a à la fois quelqu'un du PS et quelqu'un de la NVA, il n'y en a pas eu tant que ça, il me semble. C'est un événement. C'est un événement. Non, ça rappelle les négociations, PS NVA. On va en parler aussi tout à l'heure, mais d'abord parlons aussi... du testing. Je vais commencer par vous, Djamali Kasban. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour augmenter ce nombre de tests, parce qu'on voit qu'il n'y en a pas assez. Voilà, donc, en fait, j'ai envie de dire qu'actuellement, vous avez 12 sites dans la région bruxelloise où les testings sont possibles, en collaboration avec les hôpitaux. Donc, je tiens quand même à remercier tout le personnel soignant qui est au four et au moulin depuis le début de cette crise. Depuis, on le rappelle, ils n'ont pas vraiment eu de répit. Je rappelle également que beaucoup de ces centres avaient été fermés à un moment donné, fin juin, et qu'on a dû réouvrir des espaces. C'était une erreur ? C'était une erreur, en tout cas, c'est ce que tout le monde semblait penser qu'il fallait faire. Donc ça, à la fois les experts et les responsables. Donc ces hôpitaux ont permis de réouvrir les 12 centres. En plus des 12 centres, vous avez quand même aussi des communes qui ont pris des initiatives. Molenbeek a été la première, Saint-Josse, plusieurs maisons médicales. Et j'ai appris qu'il y a aussi des médecins maintenant qui pratiquent des tests. Et jeudi, le gouvernement a décidé de la possibilité, en tout cas, de prévoir entre 1 à 4 villages dans la région bruxelloise pour augmenter la possibilité. Ce sont des centres de tests, ces villages. C'est un peu comme Anvers. C'était une demande que vous aviez faite, Oui, on était très surprise qu'on avait demandé et le lendemain, le gouvernement répond avec oui, on va le faire. On est très satisfait. Mais non, on n'est pas satisfait de la situation parce que c'est vrai, cet été, au moment où beaucoup de gens allaient partir en vacances ou revenaient des vacances, il y avait déjà un problème avec le testing. À ce moment-là, on avait à Anvers le signal que les chiffres montaient, qu'il faisait beaucoup de tests là-bas et qu'il y avait beaucoup de gens qui testaient positifs. On pouvait bien savoir que la même chose allait arriver à Bruxelles. Et à ce moment-là, on a dit, prends ce signal. On a demandé de venir ensemble au Parlement pour voir où on est. Ils nous ont refusé ça. On n'a pas eu notre commission que fin août. Et on a aussi appris qu'ils ont diminué le nombre de capacités de tests. C'est incroyable. Et jusqu'à maintenant, nous sommes mi-septembre. On n'est encore pas à niveau pour les centres de tests. Et le testing, c'est un des objets cruciaux pour lutter contre le Covid. Oui. Alors, une réponse là-dessus, moi, je n'ai pas envie de polémiquer ni de donner l'impression de faire du communautaire. Je rappelle juste qu'à Anvers, il a fallu que la gouverneure intervienne pour que... Vous ne parlez pas tous les deux en même temps. Il a fallu qu'à Anvers, la gouverneure intervienne pour qu'on prenne des mesures que certains ne voulaient pas. Mais sur Bruxelles. Ici, en région bruxelloise, je pense que le gouvernement n'est pas resté inactif. À un moment donné, ils ont quand même pris un certain nombre de mesures. L'histoire des masques obligatoires. Sur le testing. Non, mais je veux dire, ça a été fait. Sur les testings, il y a eu à un moment donné
des centres qui ont été fermés vu la situation. Je rappelle que c'est une crise qu'on est en train de gérer quand même au jour le jour. Ici, j'entends qu'on veut déjà évaluer. Moi, je veux bien. Moi, je n'ai pas de tabou. Moi, je pense qu'il va falloir évaluer cette crise. Mais en son temps. Ici, aujourd'hui, on est en train de gérer au jour le jour une crise qui est difficile. On est en train de gérer des situations qui évoluent. Et on doit avoir un discours qui rassure et qui informe convenablement la population. Je rappelle que pendant la période des vacances, vous savez, c'était mon cas également, en regardant un petit peu la carte des endroits où on pouvait aller, que ce soit en Belgique ou autour de la Belgique, ça changeait de couleur parfois au jour le jour et ça revenait parfois du rouge au vert et ainsi de suite. Donc je veux dire, c'est une situation assez compliquée pour tout le monde. Ici, je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises. On va augmenter la capacité. Je pense qu'aujourd'hui, on peut tester 3500 personnes par jour. Avec ce qui est mis en place, on va arriver, à mon avis, à presque 6000. Et je pense que ce qui est prévu, c'est d'ici fin d'année. Ça va suffire, les 6000 ? En tout cas, c'est les chiffres qu'il nous faut. D'ici fin d'année, j'ai entendu dire qu'on voulait arriver aux 9000 tests par jour, ce qui représente quand même 10% des tests. Quand on voit ce qui se passe dans les écoles, on a vu ce que Vanessa lui a dit tout à l'heure, on se retrouve avec 1000 élèves de 2 athénées molenbeekois qu'il faut absolument tester. Il va encore y avoir d'autres écoles où on va devoir écarter les élèves et il faudra les tester. Je pense que les experts... Est-ce que 9000 suffira ? Et puis en plus, avec l'arrivée de l'hiver, on sait très bien qu'il va y avoir de plus en plus de personnes avec des symptômes proches du Covid-19 qui vont devoir être testées à un moment donné, même si on s'aperçoit que c'est une pharyngite à la fin. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose qu'il faut Et puis de toute façon, il y a même de plus en plus de gens qui veulent être testés également. Donc c'est clair qu'il va falloir prendre des mesures. Je dis, le gouvernement de cette semaine a décidé de la création de 1 à 4 villages. Et s'il faut aller plus loin, je suis certain que le gouvernement... Est-ce qu'on est capable, à Bruxelles, de multiplier le nombre de tests ? Parce qu'on dit qu'il faut un certain temps pour arriver à 6000, il faut un certain temps pour arriver à 9000. Je pense qu'il faut aussi, encore une fois, je ne veux pas faire de polémique, je pense qu'il faut vraiment tenir un discours positif vis-à-vis de la population, mais ce qu'on appelle un peu... chaos ou cacophonie en ce début de période, il faut aussi rappeler quand même qu'il a manqué des réactifs. Il faut rappeler qu'il y avait un problème dans les enregistrements des QR codes. Le système au niveau fédéral, ça n'a pas toujours été évident. Bon, j'apprends même que des logiciels sont complètement incompatibles. Je veux dire, il y a aussi tout ça qu'il faut mettre ou remettre en place. Ce n'est pas évident. Je pense que notre responsabilité maintenant, c'est de tout faire pour qu'on ait le maximum de tests possible. Mais c'est clair que au début, c'était pas facile. Mais nous sommes maintenant 6 mois dès le début. Et quand je vois, par exemple, le village de tests qu'ils ont ouvert à Anvers, ça a été très vite ouvert. Ça peut faire 4000 tests par jour. Alors, je me demande, allez, Bruxelles, prends les choses en main. On y va, il faut réagir. Ensemble avec le fédéral. Et je sais que les gens sont de bonne volonté. Il y a pas là le problème, mais quand même, ça va trop lent. Et c'est ça ce allez, on est inquiet, en fait, parce que si les gens ne peuvent pas aller faire tester, ils vont le plus faire. S'il faut faire les files 4-5 heures, moi, j'ai vraiment une crainte qu'après, les gens vont plus se faire tester, vont être malades et le virus va... Et c'est ça qu'on ne peut pas avoir, parce qu'il faut vraiment... C'est un bon système d'avoir le port de masque où il y a beaucoup de gens, de se laver la main, et puis faire le testing, le quarantaine, garder ses distances. Si on a toutes ces mesures en place proprement, je pense qu'on pourrait bien gérer les choses. Et on ne veut pas avoir un nouveau lockdown ou des choses. C'est ça vraiment parce que... Il faut rappeler ces mesures-là. Oui, mais ça, on n'arrête pas de les rappeler. Ça, je crois qu'on est bien tous d'accord là-dessus. Philippe Lawson. Moi, en écoutant le député, ça me rappelle juste un élément, c'est pas ça à une autre échelle, mais vous dites qu'il faut tenir un discours positif et rassurer les gens. Mais je crois que même si on tient un discours rassurant, je vois tout à l'heure dans le reportage qu'on a passé, il y a toute une file, les gens font la file et restent dans la file pendant des heures. Et je crois que ça déjà, ça inquiète les gens. C'est déjà une situation anxiogène. Et quand on dit qu'il faut tenir un discours rassurant et positif, ça me rappelle le dernier livre qui est sorti sur Donald Trump aux États-Unis où il disait qu'il ne voulait pas affoler la population. Donc il a minimisé les effets du coronavirus. Mais vous dites qu'il faut tenir un discours rassurant et positif. Donald Trump, ce n'est pas un discours rassurant. Lui, il voulait nier le virus. Moi, je nie pas le virus. Je dis qu'il faut rappeler qu'il faut tenir un discours rassurant et positif. Je dis simplement, quand on remet en route un système, il faut juste être réaliste et ne pas être tout le temps dans le curatif. Mais quand on remet un système en place, il y a évidemment quelques ratés. Mais là, je crois que vous êtes toujours dans un système curatif. Dans le reportage dont vous parlez, pour terminer, Djamali Kesban. Dans le reportage que vous évoquez, à la fin, on explique qu'il y a des hôpitaux qui sont passés
au testing sur rendez-vous. Donc je pense qu'à un moment donné, le testing sur rendez-vous c'est permettra d'éviter d'avoir, en tout cas, et l'augmentation des tests, d'éviter d'avoir... Jamel Kasban, dans ce cas-là, il faut attendre 2 à 3 jours. Et parfois, c'est 2 à 3 jours de trop. Vanessa va conclure ce chapitre. Et en plus, donc effectivement, ça peut devenir aussi ces files d'attente des clusters de contamination, parce que si vous avez une personne qui est contaminée et qui ne fait pas attention, voilà, ça peut aussi être... Et puis, il y a un autre problème dont vous n'avez pas parlé, et là, ça va être au niveau du fédéral, c'est qu'on commence à dire déjà, aujourd'hui, qu'on manque d'écouvillons, comme on a manqué de masques au début. Et donc là, maintenant... Oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on n'a rien retenu de ça veut dire qu'il faut passer à d'autres types de tests et de ne plus faire ces tests-là où on a besoin d'écouvillons, par exemple. Je propose de passer directement au bilan du gouvernement régional. C'est un peu... Là, on en a parlé sur une partie. Philippe Lawson avait déjà dit un petit mot. Et là, je suis désolé, Jamel Kasban, vous allez de nouveau vous retrouver un petit peu comme le seul à défendre le gouvernement. Enfin, bon, on va voir. Peut-être qu'il y aura d'autres manières de réagir ici, de ce côté-ci de la table. Si je peux rendre service à BX1, non, Jamel Kasban, pour vous, le bilan du gouvernement, vous, membre du principal parti de la majorité, 1 an, c'est 1 an, vous êtes satisfait? Écoutez, d'abord, il faut être un peu sérieux. Faire le bilan d'un gouvernement après 1 an, une législature, c'est déjà 5 ans. Donc en temps normal, je veux dire, on ne fait pas un bilan après 1 an. C'est trop tôt, alors? Non, oui, pour moi, c'est trop tôt pour beaucoup d'aspects. Et puis ici, je veux dire, on ne va pas quand même nier, ce n'est pas une excuse, mais nier que la réalité, c'est que ce gouvernement, dès qu'il s'est mis en place, il a directement eu le nez dans cette crise sanitaire qu'il a dû gérer. Certains font non de la tête, en tout cas. Non, mais ils parleront à leur tour. Je pense que ce gouvernement, ce qu'a fait ce gouvernement, c'est qu'il est en train de gérer une crise, il est toujours en train de gérer une crise, et malgré tout, il a débloqué des moyens quand même considérables et importants pour aider des secteurs qui ont été pénalisés, des secteurs dans l'urgence, et aussi prévoir des plans de relance. Donc aujourd'hui, quand même, on a plus de 500 millions qui ont été dépensés pour aider tous les secteurs qui ont souffert, que ce soit le secteur hôtelier, touristique, les indépendants, je veux dire, les taxis. À la fois l'économique et le social. Le culturel, oui, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place. Il y a un plan de relance quand même depuis juillet, un premier pas de relance important de 130 millions, c'est quand même pas des petits montants pour Bruxelles. Et le gouvernement bruxellois, jeudi, a encore décidé de débloquer des moyens pour tout le secteur événementiel. Donc pour vous, le bilan globalement positif que vous faites, vous le faites surtout sur la gestion du Covid. Je ne fais pas de bilan ni positif ni négatif, parce qu'il y a des dossiers sur lesquels j'aurais aimé qu'on avance plus vite. Oui, pourquoi crise Covid fait que le gouvernement... Pourquoi on n'a pas avancé sur le plan taxi, par exemple? Je sais que c'est important pour vous. Écoutez, ça c'est... En tout cas, je me suis battu pour qu'on ait des primes pour les taxis, pour qu'on tienne compte justement de ces personnes qui, certains pensaient que parce que leur activité n'a pas été officiellement arrêtée, ils n'étaient pas impactés. Il a fallu faire comprendre à beaucoup de gens que, ben oui, justement, quand vous avez le secteur de la restauration, le secteur hôtelier, d'événementiel qui est impacté, d'office, le secteur taxi est impacté. Il a fallu mettre en place une prime, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je vais me battre pour qu'on continue à prévoir une aide substantielle pour le taxi, mais pas uniquement pour le secteur du taxi, pour des secteurs qui sont... Et le plan taxi, on n'en parle pas pour l'instant. Sietche Van Acter, vous avez fait une conférence de presse vendredi matin, vous étiez très dur pour Rudy Vervoort. Vous dites, où est Rudy? Où est Rudy? C'est le résumé de notre conférence de presse, parce que c'est en fait le résumé de ce qu'on a vu toute l'année, où est Rudy. Et il a fait un accord de gouvernement l'été passé, il a été très vite, le premier, très bien, mais il a oublié de faire un accord sur le budget. Il n'a pas... C'était prévu en mars, s'il me semble. Oui, et au moment du il Covid. a puis d'abord prévu octobre 2019, le moment normalement qu'on vient avec le budget, même le budget pluriannuel. Pour l'ensemble de la législature. Il n'a pas fait. Il a juste dit, on a un demi-milliard qu'on garde déjà à côté. Et puis il avait promis pour mai, et puis le corona est venu, c'est clair. Mais le corona n'est pas une excuse pour ne pas gérer Bruxelles. Ce n'est pas une excuse pour ne pas gérer Bruxelles. Et c'est ça qu'il nous manque, c'est un leader qui prend les mêmes choses, qui prend les dossiers, qui va avec ses ministres autour de table et qui se met d'accord. Et ils doivent se mettre d'accord sur le budget. À quoi on va dépenser notre argent? Jusqu'à maintenant, on ne le sait pas. Là, on l'a dépensé pour le Covid, ça on le sait.
oui, on a dépensé pour Covid, on ne sait pas où vient cet argent, qu'est-ce qu'on ne va pas faire, qu'est-ce qu'ils vont faire encore à côté de Covid, parce que, et c'est ça ce qu'ils n'ont pas fait. Et ça fait 1 an maintenant, 1 an de retard, parce que si vous ne décidez pas, vous n'exécutez pas non plus. Et pour moi, c'est hallucinant. Si je vois, je suis de très proche le gouvernement flamand comme vice-présidente, je suis ça de très proche, je vois, là, il y a des décisions sur le budget depuis pendant les négociations et tout le temps, ils prennent des décisions. Et c'est ça ce que Verwoerd ne fait pas. Et donc, oui, je lui reproche ça parce que Bruxelles a beaucoup de choses, il faut beaucoup de choses qui doivent être, des investissements qui doivent être faits dans le transport en public. Il y a plein de choses qui... Vous critiquez dans votre dossier que vous avez sorti vendredi, vous critiquez certaines aides en disant on a surtout donné des aides au secteur des titres-services et des taxis. Et, oui. Et vous critiquez le gouvernement Verwoerd là-dessus. Oui, ils ont choisi de faire ça. Sur quelle base vous donnez ça? Mais on n'a pas vraiment vu. Pour nous, c'était... Moi, j'aurais préféré pour les gens qui ont perdu d'un certain seuil leur revenu, qu'on donnerait de l'aide. Mais ça, ils n'ont pas fait. C'est un autre système qu'ils ont fait. Et puis, les titres-services et les taxis, ce sont 2 secteurs qu'ils ont préféré de soutenir. Il y a des autres secteurs. Est-ce que c'est vrai, Djamali Kazban, que vous avez favorisé, que le gouvernement plutôt a favorisé ces 2 secteurs? Ça ne m'étonne pas. Je ne m'attendais pas à un autre discours de la part de la NVA qui nie tout le temps le fait bruxellois. Moi, je dis simplement que je vous invite à regarder les décisions du gouvernement bruxellois, pas seulement les décisions du gouvernement flamand, parce qu'il y a des décisions qui sont prises. Il n'y a pas que la gestion de la crise du corona. Si vous pensez que les 600 millions ont été que dans le taxi et dans les titres de service, vous ne connaissez pas du tout. Vous ne regardez pas du tout les décisions qui ont été prises. Je viens d'énumérer, je viens de parler du montant de 500 millions, des 130 millions, et encore, il y a encore des montants qui vont arriver. Tout n'a pas été que dans le taxi, malheureusement pour eux. Je prenais un extrait du dossier de presse. Je voudrais dire simplement une chose, c'est que c'est une ligne de des personnes fragilisées. Ce gouvernement a aussi décidé la prime Corona via la allocation familiale, 100 €. Ça, c'est quand même important. Ce gouvernement a aussi décidé, je donne un autre exemple, une prime pour les locataires, en tout cas fragilisés, de 215 €, 214 € pour aider les gens à payer leur loyer qui ont perdu leur revenu. Je veux dire, ce gouvernement a pris une série de mesures dans tous les secteurs, secteur hôtelier, culturel, et à Bruxelles notamment, et je veux dire, pour un montant quand même colossal. Je rappelle que le budget de la région bruxelloise, c'est 4,5 milliards. À la Wallonie, c'est 14 milliards et en Flandre, c'est 40 milliards. Donc, je veux dire, il ne faut pas comparer. La marge est plus faible. Il ne faut pas comparer des pommes et des poires non plus. Donc, je pense qu'ici, ce gouvernement travaille sérieusement. Il doit gérer une crise qui est quand même pas évidente à gérer. Bruxelles est un endroit où on a des risques de cluster qui est beaucoup plus important qu'ailleurs, probablement. Je rappelle quand même qu'avec l'aéroport, avec les mouvements, avec le tourisme, je veux dire, les retours à l'école, on a évidemment des risques qui sont beaucoup plus accrus, beaucoup plus grands. Mais ce gouvernement a pris des décisions en permanence. Je dis, il faut aller regarder les décisions qui sont prises par le gouvernement. Voyons de l'autre côté de la table, le bilan Verwoerd, Vanessa Lhuillier. Mais juste pour revenir par rapport au budget, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, de toute façon, alors c'est vrai que c'est plus compliqué de renégocier après un accord budgétaire une fois qu'on a déjà eu un accord politique, mais si ça avait été fait de toute façon pour le mois de mars, avec le corona, il aurait fallu tout refaire. Là maintenant, on est dans des dépenses différentes et on l'a vu d'ailleurs, et certains plans du programme, vous ne pourrez pas les faire, notamment la gratuité pour des transports en commun pour les moins de 25 ans. On y tient. Mais ça ne sera pas fait, c'est impossible. Mais c'est ça ce que je veux dire. Toutes ces questions, il y a toute la liste de l'accord de gouvernement. Ils ne décident pas. Tu vois, tu entends. Là, pour l'instant, on cette y partie-là, tient. je suis Les content autres que disent cet non. exemple a été pris. On ne décide pas. Je l'avais en tête également, mais non, soyons clairs. En tout cas, pour ma formation politique, nous insistons fortement pour qu'on aille vers cette gratuité. Il n'y a pas d'accord au sein du gouvernement pour le faire aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de budget, mais c'est vrai qu'aujourd'hui... avec le nombre de trajets en transport en commun qui diminue en plus, donc les rentrées de la aujourd'hui, la priorité... Je veux attendre. Là, vous avez raison, c'est qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de gérer cette crise, gérer pendant la crise et gérer l'après-crise. Parce que je rappelle qu'après la crise, il va falloir relancer tous des secteurs économiques
socio-économiques, culturelles et autres. Il va falloir qu'on s'attelle à ça, effectivement. C'est déjà maintenant. Mais nous n'abandonnons pas. C'est déjà maintenant, en partie. Mais nous n'abandonnons pas cette idée, cette volonté que nous avons de rendre les transports communs gratuits. Je voudrais que Philippe Lawson donne aussi son impression et après on passera au fédéral. Oui, mais moi, c'est vrai que faire le bilan d'un an, c'est un peu court et avec la crise du coronavirus, c'est pas évident. Mais moi, je dirais simplement qu'on a l'impression que ce gouvernement, il manque un leader, en fait, pour piloter le gouvernement. Et je crois que c'est un constat qu'on peut faire. Et au niveau des différents dossiers, on voit que pour je dirais les transports en public, Vanessa en a parlé tout à l'heure, mais il y a d'autres dossiers, par exemple le plan de mobilité. On a vu que Bruxelles est toujours saturé, hein, il y a toujours la congestion. Donc on ne voit pas vraiment où il n'y a pas de projet sur la table pour cet exemple de la congestion, comment régler la congestion à Bruxelles. On ne voit pas de projet sur la table. Et le fait qu'il manque un vrai leader pour pousser les gens, pour les pousser à proposer des choses, je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Mais il y a une question que moi je voulais vous poser. Si vous aviez été dans le gouvernement, qu'est-ce que vous auriez fait? D'abord, une mesure. Avoir un budget, se mettre d'accord, avoir un plan et puis l'exécuter. C'est ça ce qu'on attend d'un gouvernement, faire des choix en fait. Le budget est limité, alors il faut faire des choix et puis les exécuter. Maintenant, on n'a pas fait les choix et on ne les exécute pas. C'est ça que je trouve que c'est important. Djamali Kasbahn, s'il y a une mesure qui doit être prise maintenant par le gouvernement, c'est quoi? C'est par exemple la gratuité? Il y a plus urgent, c'est important, c'est fondamental et important pour nous. Et de toute façon, ça touche à le sujet que vous venez d'aborder, la mobilité. Si on veut vraiment trouver des solutions de mobilité, moi je pense qu'il faut aider notre secteur économique. Il y a un secteur économique qui a énormément souffert et on a une population qui est fragilisée, qui est précarisée à Bruxelles et on ne veut pas mener des politiques. On ne veut pas des coupes budgétaires. Alors je sais qu'à la NVA, quand ils sont au gouvernement, notamment quand ils étaient au fédéral, ils aiment faire des budgets, montrer qu'ils sont très forts pour faire des budgets, faire des coupes dans le social. Voilà. Non, nous, ce qu'on veut, parce qu'on veut parler de leader. Non, je vais terminer là-dessus, parce que de temps en temps, j'entends, on critique. Aussi, ici, on n'a pas besoin, dans ce gouvernement, de personnalité pour faire du show. Non, un gouvernement, on a besoin d'avoir une équipe. Non, parce que quand j'entends, on a besoin des grandes gueules qui font du show, etc. Non, moi, je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une équipe qui a une certaine cohésion. Mais une équipe qui a besoin d'un il n'y a pas d'équipe, qui doit gérer une crise qui est extrêmement difficile. On ne vous mettra pas d'accord, mais vous faites très bien le show. Voilà, ça c'est mon avis. Alors parlons maintenant de ce bilan du fédéral. Et chose quand même étonnante, hein, voilà, c'est de vous voir tous les deux l'un à côté de l'autre. Il y aurait pu avoir un gouvernement PS-NVA, c'est pas passé loin. Comment ce gouvernement PS-NVA, comment vous le voyez? Parce qu'on a dit que au niveau bruxellois, on n'était pas très positif là-dessus. Bonne question. C'est à moi qu'elle a Oui, c'est à vous que je pose d'abord la question. Vous vous adressez à la bonne ou à la mauvaise personne, parce que je fais partie de ceux, comme la plupart à Bruxelles, qui ne voyaient pas du tout la possibilité de réaliser un gouvernement avec la NVA. La NVA est un parti qui a quand même quelques difficultés avec Bruxelles. C'est un parti qui s'est comporté... Vous répondrez. C'est un parti qui a quand même montré, quand il était au pouvoir, qu'il avait un problème avec certaines catégories de la population. Et donc, qu'est-ce que vous auriez fait s'il y avait eu un accord quand même? Écoutez, nous, on a exprimé notre opinion. Il n'y a pas eu d'accord, il y a eu des discussions. Je pense que le bureau du parti, à un moment donné, s'est prononcé en faveur de discussions entre les formations politiques. Et je vais vous dire une chose. Peut-être ce sera un scoop pour vous. Mais évidemment, je ne suis pas du tout favorable à des alliances avec la NVA. Et que j'attends que la NVA me démontre en tout cas qu'elle peut mettre de côté son nationalisme, son communautarisme. Mais par contre, même en dehors des négociations pour former un gouvernement, je pense qu'on doit se parler beaucoup plus entre communautés. Je pense que le Nord, le Sud, sans oublier évidemment Bruxelles, les politiques, les responsables doivent se parler beaucoup plus. Et ce n'est pas le cas. Je constate que ce n'est pas le cas. Je constate que les générations politiques changent, évoluent. On ne discute plus de la même façon, avec les mêmes codes. On ne se parle plus, on ne se connaît plus vraiment. Moi, je combats une partie du programme de la NVA, mais m'intéresse toujours d'entendre comment est-ce qu'eux voient les choses, comment est-ce que les Flamands de leur côté vous parlez, voient parfois certaines situations. Oui. Mais je veux dire, à un moment donné, il y a une différence entre se parler et se respecter
et puis passer des accords. Passer des accords qui peuvent parfois être contre nature. Ouais. Alors, et vous, Sylvie Chevanacte, bon, vous êtes à la fois vice-présidente et au Parlement bruxellois, mais comment on voyait à la NVA cette alliance avec le PS? On voyait ça d'un bon œil, donc? On a regardé le résultat des élections. Et oui, c'est ça ce qui compte. Il y a 15 mois. Les élections, c'est la fête de la démocratie. Hein. C'est là que le peuple, les citoyens donnent un signal ce qu'ils veulent. Alors il faut respecter ce résultat. Et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire dès le lendemain des élections. On s'est dit, bon, la NVA, nous sommes le plus grand parti du pays, de la Flandre. Le PS est le plus grand parti de la Wallonie. Hein. On doit se mettre d'accord et on doit avancer. On doit essayer de trouver un accord. Et on savait très bien que ça allait être très difficile. On a essayé maintenant pendant un an. Oui. Et j'ai bien entendu pas pendant un an que vous avez essayé. Oui, en fait, c'était dès le lendemain des élections, on avait ça en tête. C'est ça ce qu'on voulait. Bien en tête, oui. Hein? D'accord. Mais oui. On a essayé en mars. J'ai bien entendu que c'était le PS de Bruxelles qui était autant contre. J'ai pas trop compris. J'ai compris qu'il y a deux PS en fait, un PS bruxellois, un PS wallon. Je me demande, hein, et que le président du PS doit en fait jouer avec deux partis dans son parti, que c'est pas facile. Mais bon, démocratiquement, je pense qu'il faut vraiment avoir une solution. Et vraiment, que vous pouvez dire que nous sommes contre Bruxelles, alors il faut mieux écouter nous dans le Parlement. On a un programme extraordinaire bien pour Bruxelles. Moi, je fais la politique pour Bruxelles. Sinon, je ne ferai pas la politique. Si tu ne peux pas faire la politique si tu n'aimes pas ton ville. Vous êtes bruxelloise ou vous êtes flamande? Je suis bruxelloise, scarbécoise. Oui, scarbécoise. Et je suis flamande. Et il n'y a pas de problème avec ça. Ceci, je dirais pas que je suis belge. Ça vous montrerai pas non, dire. Je vous ai pas posé la question d'ailleurs. Voilà. Pour être clair. Oui. Mais c'est ça que je comprends pas la position de Bruxelles. PS bruxelloise, je comprends. Djamali Kasbane, est-ce que la Vivaldi doit se faire à tout prix? Donc l'alliance, pour l'instant, de cette partie sans la NVA. Il faut que ce pays retrouve un gouvernement. Je rappelle quand même, il n'y a qu'un seul PS, il n'y a pas plusieurs PS, il y a des tendances. Enfin, en démocratie, on a le droit de tendance, c'est inscrit dans nos statuts. Voilà, il y a des courants, vous n'allez pas me dire que chez vous, à la NVA, tout le monde pense la même chose. Non, ça c'est vrai, il y a la démocratie dans la partie, voilà, et donc, évidemment. Ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, moi je dis simplement que ce pays a été bloqué depuis 15 mois. Je pense que ce qui a en grande partie débloqué la situation, c'est le travail de Paul Magnette et de Conor Rousseau. À un moment donné, ils ont quand même débloqué la situation. Les gens ont commencé à se reparler, même le PS et la NVA ont accepté de se reparler. Parce que vous ne vouliez pas parler avec la NVA. Finalement, vous n'êtes pas senti trahi par votre président quand il a commencé à parler avec la NVA? Parce qu'on avait dit au PS, et même Écolo avait dit ça aussi. Non, il y a eu des débats, il y a eu des débats en inter là-dessus, et je pense qu'on n'a jamais caché nos positions à Bruxelles, on n'a jamais caché nos craintes en tout cas, mais ça n'empêche pas, je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir avoir des discussions. Et d'ailleurs, même si ces discussions ont avorté, je pense que ce n'est pas inutile, parce que finalement, on discute, on apprend à connaître mieux l'autre, et finalement, la situation d'aujourd'hui, où on est peut-être à quelques encablures de la formation d'un gouvernement, c'est peut-être grâce à tout ce processus qui a commencé au moment où Conor Rousseau et Paul Magnette ont fait leur travail, et puis ces discussions, je rappelle que le parti qui se prononce surtout aujourd'hui contre la NVA, c'est pas le PS, c'est surtout le MR qui a gouverné avec la NVA, qui le connaît peut-être mieux que nous. Si tu es un acteur sur la Vivaldi, c'est clair que vous êtes dans l'opposition. Là, une opposition assez dure, on l'a vu à la Chambre jeudi après-midi. Il y a une manif anti-Vivaldi à Bruxelles, mais c'est le Vlaams-Belang qui fait une marche automobile le 27 septembre. Est-ce qu'il n'y a pas une concurrence là, des oppositions à la Vivaldi? Non. Au sein des députés néerlandophones? Non, ça, une concurrence, non, je ne le vois pas. On est une partie avec des personnes très fortes à la Chambre, avec un programme très fort, et nous ferons notre stratégie dès qu'on aura le gouvernement, parce on ne sait pas encore ce qui va se passer. Probablement, il y aura le Vivaldi, mais on le verra le jour
qu'elle est là. Oui. Et puis on va se positionner. C'est clair, on le fait Restez toujours comme ça. prudente, ouais. Mais je ne crains pas l'opposition. Toujours, on fait l'opposition constructive. On vient avec notre propre... C'est dans le DNA de mon parti de venir avec ses propositions. L'offre. Hein, de venir avec ses idées. Et on suivra si c'est on fera constructif. Très bien. Philippe C'est Lawson, pas, vous voulez ajouter quelque chose? Ça peut être fort, Oui, hein, oui, constructif oui, oui, aussi. oui. Fort constructif. Dans la voilà. réponse de Si Madame tu veux la députée, il y a une réponse qu'elle a donnée tout à l'heure qui m'a fait sursauter. Quand vous lui avez posé la question de savoir est-ce que vous êtes flamande ou bruxelloise, elle a dit qu'elle est bruxelloise et elle a failli rajouter pas belge en tout cas. Oui. Donc, On l'a dit, et moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Parce que en disant, vous ne vous sentez pas, à la limite, vous ne vous sentez pas belge. Mais ce pays, quel est l'avenir que vous voulez offrir à ce pays avec ses ambitions nationalistes? C'est la désintégration? Je veux que c'est meilleur organisé. Ça veut dire, pour moi, c'est le confédéralisme qui est Donc sur pas la table. l'indépendance pour vous. Pour moi, c'est le confédéralisme qui est sur la table. Ce sera un très bon pas de le faire, le confédéralisme. Et de toute façon, on est dans l'Europe, il faudra se parler. On est aussi en Belgique, il faudra se parler, travailler ensemble. La Flandre travaille aussi ensemble avec les Pays-Bas. C'est clair, il faut toujours le faire. Et c'est aussi mon modèle que je crains. Il faut avoir des bons voisins aussi. Et aussi pour Bruxelles, il faut... ce que je veux pour Bruxelles, je vous dirais... Tout le monde a l'air d'être d'accord d'avoir des bons voisins. Bien s'entendre. Non, je veux dire, on veut tous des bons voisins. Mais tu sais, pour Bruxelles, que moi je veux, c'est que les deux communautés prennent la responsabilité pour Bruxelles. Et là, on est très différents. Pour moi, la Flandre doit prendre aussi la responsabilité pour Bruxelles. Investir dans les écoles, c'est primordial. Vis-à-vis de Bruxelles. Non, c'est primordial. Et la Wallonie aussi. Mais la Wallonie aussi, la entière. communauté francophone doit aussi investir. On met toujours en question le statut de Bruxelles, elle vient de le faire actuellement. Non, c'est pas. C'est comment c'est géré aujourd'hui. Tu ne veux pas comment c'est géré aujourd'hui. Ça commence comme ça. Mais tu donc trouves la Flandre doit... Mais non, mais je demande une Madame, question. monsieur, doit s'occuper de vous savez, Bruxelles. on va arrêter là-dessus parce qu'on ne va pas s'en sortir. Parce que inquiétudes ça, c'est un débat qui n'est pas spécialement d'actualité cette semaine. C'est aussi pour la semaine prochaine. Ça veut dire que vous voulez une division entre la Wallonie et Bruxelles. C'est ça, votre modèle. Non. Alors, on va passer à notre rubrique tête d'affiche tous les deux. Chut, on va passer à la suite. Je vais vous proposer à chacun 4 personnalités qui ont fait la semaine. Vous allez en choisir un ou une, celui qui vous inspire en bien ou en mal. On commence par Sitje Van Acter. Je vous propose Nawal Benamou, secrétaire d'État au logement, qui s'est mis en retrait pour cause d'accouchement. Je vous propose Navid Afkari, le lutteur iranien exécuté par le pouvoir iranien cette semaine, Pierre Scoyer, le grand financier de la Cobepa, décédé, ou Terence Conran, le fondateur d'Habitat, décédé à 88 ans après une vie de designer de la maison. Alors, Nawal Benamou, Navid Afkari, Pierre Scoyer ou Terence Conran, qui choisissez-vous? Ça, c'est difficile. En bien ou en mal, hein? Oui, en fait, je voudrais prendre 2, mais je ne peux pas. Prends un. On ne vous en voudra pas de ne pas prendre les 3 autres. Hein? Je prends la femme alors. Alors, Nawal Benamou. Qu'est-ce que vous avez à dire Non, je lui souhaite d'abord un bon accouchement. Oui. Et on a parlé d'elle cette semaine dans le Parlement et que ses ministres vont prendre ses dossiers. Et c'était un peu un débat. Et je trouve que pour elle, le ministre doit choisir elle-même combien de temps elle prend. Elle a besoin de congé maternel et pour prendre soin de son bébé. Moi, quand j'ai accouché, mon 3e enfant, il avait 1 mois et je voulais vraiment venir avec au Parlement. Et je l'ai fait. Mais c'était un bébé sage. C'est pas le cas de tous les bébés. Et non, et c'est pas le cas de tous les bébés. Donc c'est à elle de décider combien de temps elle a. Elle doit prendre son temps et elle est libre là-dessus. Alors et vous, Jamal, nous vous proposons Madonna, chanteuse et comédienne qui va réaliser un film sur elle-même.
parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Harald Mollers, le ministre démissionnaire en Oostbelgen, il recevait trop d'insultes. Bertin Mampaka, député bruxellois CDH passé au MR. Ou Arthur Langerman, mensch de l'année, collectionneur d'un musée des horreurs, 9000 dessins antisémites qu'il a cédés à un musée berlinois. Alors Madonna, Harald Mollers, Bertin Mampaka ou Arthur Langerman? Ouais, j'aurais voulu en prendre plusieurs, mais non, c'est pas un possible. seul. Donc je vais prendre Arthur, le ministre qui a... Non, c'est Harald Mollers. Harald Mollers. Le ministre qui a fait l'objet de l'enseignement de l'Oostbelgen. Ouais. Voilà, l'occasion peut-être d'abord de lui souhaiter bon vent, hein, d'abord à titre... Vous recevez des insultes, vous aussi? Oui, beaucoup, énormément. Depuis que je fais de la politique, beaucoup plus. Et j'ai envie de dire qu'on est beaucoup à recevoir des insultes, des menaces, encore récemment. Il y a quelques mois, des menaces sur mon intégrité physique ou celle de ma famille. À chaque fois que je prends une position sur un sujet qui est difficile, qui est délicat, et je trouve ça inadmissible. Et je constate que les réseaux sociaux, en fait, n'arrangent pas les choses. Il y a des bons côtés aux réseaux sociaux, malheureusement, il y a des mauvais. Il y a ce côté anonyme, et puis il y a ce côté où on se lâche. C'est un véritable déversoir de haine et de racisme. Et je vous le dis parce que moi, très souvent, je suis solidaire de ceux qui sont victimes. J'en ai très rarement parlé à la télévision, mais il arrive très souvent il m'arrive très souvent que je reçoive des menaces. Des menaces. Mais là, vous envoyez un mot d'encouragement des anathèmes. Oui, parce que je suis vraiment très peiné et solidaire. Je me sens concerné. C'est inadmissible. À la fois, je trouve que les hommes et les femmes politiques doivent être critiqués. Hein, on doit répondre aux questions des citoyens. Voilà. Je pense qu'il y a parfois une limite qui est franchie, et ici, parfois, ça va bien au-delà. Ouais, parfois des menaces de mort, effectivement. Silke Van Acter, vous avez aussi des insultes sur les réseaux sociaux? Oui, ça arrive. Et vous portez plainte Non, je n'ai pas encore porté plainte, heureusement, mais oui, hier encore, j'étais une âme simple, tu vois, des petites choses comme ça, des insultes, des conneries aussi, oui. Parfois, ça arrive beaucoup. Alors, on n'en a pas fini avec le Covid. Activité sociale réduite, activité culturelle amoindrie, activité scolaire complexe, vie amoureuse restreinte à cause des distances sociales. Même les festivités estudiantines ont été en mode mineur. C'est vraiment dur pour la génération des jeunes en 2020. Reportage à l'ULB. Michel Gaillard, Stéphanie Meyer et Marjorie Félinger. Une file d'attente devant le bâtiment des inscriptions, des visites du campus, l'université retrouve ses étudiants après 6 mois de fermeture. Une rentrée presque habituelle, sauf que la fête sera en mode mineur, au moins dans l'immédiat. Je ne pense pas que le mot guindaille soit le meilleur terme, parce que c'est plus un terme qu'on utilise quand il y a les baptêmes. Là, les baptêmes, du coup, n'auront pas lieu. En tout cas pas à ce quadrimestre. Ce seront des événements qui seront plus des événements de rentrée, des événements d'accueil pour les B1 qui vont rentrer là maintenant. Dans le cercle des architectes, on fait le ménage, car c'est ici que seront centralisés les fûts de bière. Mais c'est à l'extérieur qu'on pourra boire un verre, dans une ambiance de bar en plein air, loin de l'atmosphère des grosses soirées en salle. L'ULB a mis à notre disposition plusieurs tentes, plusieurs grands chapiteaux ouverts, pour qu'on puisse un peu se protéger avec nos événements au cas où il pleut ou quoi. Mais du coup, là déjà que tout se passe en extérieur, ça va faire bizarre. Puis tout va pas pouvoir se passer en même temps. Donc là, tout le monde se raccroche un peu au fait qu'au deuxième quadrille, ça ira mieux et on pourra faire nos balles, on pourra reprendre un peu des activités. La direction de l'ULB le promet. La mise en quarantaine du folklore étudiant n'est pas définitive. Les festivités sont seulement remises à plus tard. Dur pour les jeunes en général, pas seulement les étudiants d'ailleurs. Philippe Lawson, qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter de quand même avoir une vie normale, non? Ouais, c'est vrai qu'avec la crise du coronavirus, c'est difficile d'être jeune aujourd'hui, parce que c'est l'âge où on est plein d'énergie et qu'on a envie de faire beaucoup de choses. Mais ce qu'on peut souhaiter aux jeunes, c'est moi ce que je leur dirais, c'est quelque part de prendre leur mal en patience. Parce que le virus ne fait pas de différence et qu'on soit jeune ou pas, il attaque. Et donc, on sent que les jeunes, maintenant, il y a un certain relâchement de la part des jeunes parce qu'après une période de confinement, c'est pas facile. Ils ont envie de se décharger et donc, ce que je peux comprendre. Mais c'est la patience et surtout de respecter les règles de distanciation physique. Il faut rester vigilant. Vigilance, oui. Et vous, Vanessa Lhuillier, quel message? Je pense que c'est
tout le monde qui doit être vigilant, pas que les jeunes. Alors c'est vrai que pour les étudiants, c'est quand même assez problématique. Enfin, gain-d'ail, ça rime pas vraiment avec distance de sécurité et également avec sobriété. Donc à chaque fois, du coup, on oublie un peu les mesures quand on a tendance à avoir bu quelques petites bières. Mais je pense qu'il faut surtout avoir un message aujourd'hui de plus rassurant, comme disait M. Licasban tout à l'heure, et surtout peut-être d'avoir un discours qui les culpabilise un peu moins aussi pour qu'ils puissent adhérer à un discours de protection envers les personnes plus vulnérables. Et eux aussi peuvent être dans les personnes vulnérables s'ils ont d'autres problèmes, diabétiques, asthmatiques, ça touche aussi les personnes qui ont moins de 30 ans. Oui. Alors, Jamal Kasban, vous êtes d'accord sur ce fait qu'il ne faut pas les culpabiliser? Oui, entièrement. C'était le mot que... Donc, monsieur a parlé de prendre son mal en patience, de ne pas oublier que le virus n'a pas disparu. Et c'est vrai que j'avais en tête le fait qu'il faut arrêter d'avoir ce discours qui est tout le temps culpabilisant. Moi, au contraire, je pense que les jeunes peuvent beaucoup nous aider dans le cadre de cette crise, parce qu'ils ont un accès à l'information, parfois ils aident les parents, les familles à être informés. Moi, je le vois avec mes 3 garçons. Et c'est vrai que c'est une période difficile pour eux, ils ont beaucoup souffert, c'est pas évident. Je pense qu'eux sont beaucoup plus impactés par le manque de relations sociales. Il y a eu cette période de fin d'année qui était compliquée, difficile, cette reprise. Donc, effectivement, il ne faut pas les culpabiliser, mais rappeler vraiment que le virus n'a pas disparu et qu'il faut continuer à redoubler de vigilance et respecter en tout cas les recommandations. Et vous, Sid Chauvin-Acteur, quel message leur donner aux jeunes? C'est le même message. Je pense que le lockdown était très dur pour les jeunes. Le fait de ne pas pouvoir aller à l'école, de voir ses copains, d'être ensemble, c'était pour tout le monde dur, mais surtout pour les gens qui ont manqué beaucoup. Alors c'est pour moi vraiment l'importance de pouvoir ouvrir les écoles, d'avoir les gens qui peuvent rentrer à l'école, les étudiants. C'est très important. Surtout pour par exemple les gens qui commencent leur première année à l'université ou à l'autre école, qui peuvent entrer, faire des copains, des amis. C'est tout nouveau. En présentiel et pas à distance. Et pour ça, il faut respecter les règles et vraiment être conscient qu'il faut respecter les règles et aussi les aider à s'organiser. Le ministre Wess, pour la comité flamande, il a fait une matrice d'activités pour aider les étudiants pour s'organiser. J'ai beaucoup aimé l'été. Les scouts ont pu partir, par exemple. Oui. Les jeunes ont pu profiter de l'été. C'est parce qu'il y avait un set de règles et tout le monde a respecté et c'est bien passé. Et il faut faire ça aussi. C'est très important qu'on peut avoir une vie assez normal. Je vous coupe parce que je voudrais qu'on parle quand même de mobilité à la veille du dimanche sans voiture. Alors, est-ce que la place de la voiture est définitivement terminée? Est-ce que la voiture, c'est fini à Bruxelles? D'abord, précision, la ministre de la Mobilité à Bruxelles, Bruxelles, c'est Elke van den Brand. Oui. Donc, je sais que ce n'est pas vous. Non, mais je précise parce que je pense que ma collègue ici je crois qu'elle le fait toujours référence à la... Non, mais c'est parce qu'elle fait référence au ministre flamand, donc je rappelle juste qu'on a un ministre bruxellois. Parlons du sujet, parlons de la mobilité. Eh bien, justement, c'est la ministre de la Mobilité, c'est de ça qu'on parle. Alors, est-ce que la voiture... flamande. Moi, je n'ai pas une attitude qui est une attitude anti-voiture. Et je n'aime pas quand on oppose les gens, les voitures au vélo. Et je suis à l'aise pour en parler. J'ai été automobiliste pendant des années. Je suis un pratiquant régulier, quotidien du vélo. Donc je peux en parler avec beaucoup d'expérience. Vous connaissez les deux. Donc je pense que... Et piéton, évidemment. Et évidemment, on oppose toujours les modes de déplacement. La voiture a toujours pris énormément de place. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut comme société, comme région demain. Est-ce qu'on pense que la voiture peut continuer à prendre autant de place? Évidemment que non. Est-ce que des gens sont contraints de continuer à utiliser la voiture? Certaines personnes, probablement. Est-ce qu'on doit développer à côté de ça toute une série de mécanismes pour pouvoir se déplacer plus facilement? Oui, c'est ce que cette région veut faire. Je pense que ce soit à travers les transports en commun, que ce soit à travers toutes les possibilités de se déplacer. Les taxis, on parlait des taxis, premier véhicule partagé en région bruxelloise, c'est le taxi. Tous ces modes-là doivent être développés à Bruxelles.
Mais tenir un discours pro-voiture aujourd'hui, en tout cas, c'est conservateur. Quand j'entends que c'est conservateur ou c'est réactionnaire? C'est les deux. C'est conservateur et réactionnaire. Et quand j'entends qu'on veut même aller en justice parce qu'on veut absolument faire passer des voitures dans un bois, un parc, je trouve ça complètement aberrant. C'est un bois où il y a toujours eu des voitures. Oui, mais je veux dire, aujourd'hui, à Bruxelles, je trouve ça complètement aberrant. Quelle est votre position sur le rôle de la voiture dans la région? Il faudra évoluer. Il faudra investir dans les alternatives pour la voiture. Donc là, vous êtes déjà d'accord là-dessus? Oui, voilà. Et il faudra faire beaucoup plus. Il faudra beaucoup plus de pistes cyclables sécurisées. Il faut avoir un plan. Il faut savoir, cette rue, c'est pour les voitures, priorité pour les voitures. Par exemple, le tunnel Léopold II, quand on commençait les discussions pour le rénover, Écolo disait « Ah non, il faut fermer le Léopold II ». J'ai dit « Mais c'est dingue !» Alors, toutes les voitures vont être dans les petites rues où il y a les écoles et tout ça. On n'a pas fait, finalement. Finalement, heureusement, ils n'étaient pas là dans le gouvernement et on a fait le rénovation. C'est ça ce que je veux dire. Il faut faire les choix. La voiture à la place, parce qu'il y aura toujours des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Mais où on doit donner plus de place à les bicyclettes et puis aussi... mais globalement, la place, elle est limitée. On ne peut pas inventer de la place. C'est ça, il faut faire des choix. Oui. Et chaque grande ville qui fait des choix, qui exécute ses choix, qui donne de la place aux bicyclettes de manière sécurisée, pas de la peinture, des bonnes pistes cyclables, et aussi le transport en public où on n'est pas comme ça l'un à côté de l'autre, parce que ça c'est aussi Bruxelles. Il faut investir dans les alternatives et puis le reste va suivre. Mais il ne faut pas faire une polémique et dire et vouloir... La voiture a aussi sa place. Ok, alors petite réplique de Djamil Kasban, puis on écoutera nos experts. Non, mais je veux dire, prendre des décisions, ben voilà, le gouvernement qui a décidé de rénover les tunnels, c'est une décision, c'est un coût énorme, astronomique, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont compris qu'on ne va pas éliminer la voiture du jour au lendemain et qu'à un moment donné, la voiture, il faut éviter qu'elle se retrouve dans les quartiers. Qu'est-ce que veulent les Bruxellois? Tous les Bruxellois, vous demandez ce qu'ils veulent. Ils veulent vivre dans des quartiers paisibles, le plus paisible possible. Il n'est pas normal aujourd'hui. Il y a quelques années, on n'imaginait pas Bruxelles par le vecteur des Bruxellois. Juste ce qu'on veut, c'est que c'est les Bruxellois qui décident ce qu'ils veulent, comment ils veulent leur ville. De toute façon, c'est pratique. Aujourd'hui, si vous prenez le vélo aujourd'hui, il n'y a pas assez de pistes sécurisées. Là-dessus, je rejoins madame. Et quand vous voyez les automobilistes parfois se comportent de manière pas très convenable, vous avez parfois des vélos qui se comportent aussi, des cyclistes qui ne se comportent pas toujours de manière convenable, vous avez des piétons. Donc je pense qu'il faut repartager de manière équitable, de manière cohérente et intelligente. Bien, on a trouvé un sujet où vous êtes d'accord tous les deux, c'est merveilleux. Philippe Lefon, il y a le financement qu'il faut... Il faut se fait décider, que je me suis beaucoup occupé des sujets de mobilité, notamment de la SNCB. Et moi, je crois que ce qui manque à Bruxelles, c'est un plan de mobilité concerté. Et ça, je crois que c'est ce qui manque. Et vous dites que c'est en cours, mais il est en cours avec des citoyens. Voilà, oui, et donc c'est ça qui manque à Bruxelles, et la collaboration entre les différents modes, parce que la SNCB, les trains, les bus, les trams, tout ça se cohabite sur un même territoire. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi le problème du RER, qui est toujours là, et que c'est le monstre de Loch Ness qu'on ne voit toujours pas. Oui, mais comme on ne le voit pas, on ne va pas en parler. Vanessa Villiers. Oui, c'est sûr, le quoi, je ne sais pas. Enfin, le RER, ça n'existe pas. Enfin, mais donc, en attendant que le RER arrive, c'est vrai qu'il y a un moment donné où il va falloir... Enfin, on va avoir quand même la ligne de métro supplémentaire qui va arriver à un moment donné. Mais il y a aussi, surtout, vous parliez des transports où on est serré. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau des fréquences et des ruptures de charge. La mobilité concertée, ça passe aussi avec la SNCB. On va mettre en place une application. Enfin, le but de la SNCB est à terme d'avoir une application où il y aura moins de ruptures de charge, où on attendra moins aussi pour son transport en commun après à Bruxelles. Je pense qu'effectivement, ça doit vraiment être une politique globale. Et après, le vélo, oui, des pistes sécurisées. Et il y a une marge de progression. On l'a vu, il n'y a pas beaucoup de femmes à vélo et donc on peut encore progresser là-dessus. Allez, plus de femmes à vélo, merci, on passe au coup de cœur.
Vanessa, vous vouliez nous parler d'une forte activité ce week-end, ce samedi et demain dimanche. Ce sont les journées du patrimoine. Bah oui, parce qu'il n'y a pas que la mobilité, il y a aussi les journées du patrimoine, effectivement, ce week-end à Bruxelles, qui est basé donc sur le thème de la couleur. Alors, il y a beaucoup d'activités. Évidemment, Covid oblige, il faut s'inscrire à chaque fois. Mais on n'a pas forcément l'impression que la couleur est si présente que ça à Bruxelles. Et pourtant, au fur et à mesure, on voit que selon les modes architecturaux, il y a aussi des couleurs différentes. Chaque période a eu sa couleur. Le néoclassique pour le blanc, etc. Et puis, il y a aussi le maillage bleu et le maillage vert qui est très présent à Bruxelles. Bruxelles n'est pas que gris. N'est pas que gris, non, il n'y a pas que les pavés. Mais il y a aussi une balade sur les pavés. Bruxelles est multicolore. Voilà. Ouais. Philippe Lawson, vous voulez nous parler de cinéma? Oui, moi je voudrais vous emmener dans le monde de la culture, plus précisément le cinéma. Et c'est un film qui est mon coup de cœur, c'est Mulan. La version visuelle, je dirais, humaine du dessin animé de Disney. Mulan d'il y a plusieurs années, et je trouve que c'est un film qui, en tout cas moi, me parle beaucoup parce que vous avez une héroïne, déjà saluer la femme par les temps qui courent. Mais surtout, il y a des arts martiaux. Il y a des arts martiaux, et ce sont des arts martiaux. Moi, je suis un adepte des arts martiaux, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je trouve que Mulan fait rêver et donne des leçons de courage et d'effort dans ce film, et de se dépasser. Bon. On va essayer de tous se dépasser ce week-end, faire de l'exercice, pas de voiture dimanche. Et on se retrouve le week-end prochain. Merci à tous pour les experts.